Salut Célia. Salut Gaël. Hello Léo. Hello Gaël. Comment allez-vous? Eh bien écoute, ça va, on est en vacances dans 2 jours, donc ça ne pourrait aller mieux après cette belle année. Je suis ravi de vous accueillir sur Aventure Humaine. On va explorer aujourd'hui notre avenir d'une manière positive, avec des solutions concrètes, parce que c'est ce que vous faites depuis un petit moment maintenant. Avant d'explorer du coup le projet et toute l'aventure, toutes les valeurs de Tomorrow, est-ce que vous pouvez vous présenter et un petit peu nous dire d'où vous venez? Est-ce qu'on peut commencer par toi, Célia? Avec plaisir. Eh bien écoute, moi j'ai 29 ans, je vis à Paris depuis quelques années maintenant. J'ai un background en communication et entrepreneuriat, donc j'ai monté une première marque après mes études. Et puis j'ai rejoint en tant que directrice marketing communication une start-up que j'ai quittée il y a 2 ans pour lancer ce projet Tomorrow dont on va parler. Tu viens d'une belle région où il y a de la montagne, je crois. Tout à fait, je viens de Grenoble et plus particulièrement du Vercors, si certains d'entre vous connaissent ici, peut-être font du ski de fond. Super, magnifique. Et toi, Léo? Moi, je peux dire que j'ai bientôt 29, puisque c'est dans 3 semaines, donc je vais dire que j'ai 29. Donc je m'appelle Léo, je viens de Tours. Il y a un peu moins de montagne, il y a beaucoup plus de la Loire. C'est moins montagneux. Et j'ai fait une école de commerce. Et à la suite de ça, j'ai rejoint une start-up sur Paris qui faisait du recrutement et de la formation pour des jeunes talents dans d'autres startups. Et j'ai passé 3 ans à la direction du marketing avant, pareil, de quitter mes responsabilités pour créer le projet Tomorrow avec Célia. Et donc, comment, alors qu'on est dans un environnement start-up, ça bouge, c'est dynamique, c'est pas spécialement, je pense, en tout cas, les sphères des grands groupes du CAC 40, donc ça devait pas être très ennuyant ou très burn-out. Euh, Quel est le déclic qui fait que vous dites on va lancer Tomorrow et du coup la question sera la suivante après, qu'est-ce que Tomorrow? Ben écoute, je pense que pendant la période qu'on a tous connue du confinement, on a eu en fait beaucoup plus de temps pour se libérer sur d'autres sujets que nos verticales métiers. Et on a eu surtout le temps de se renseigner sur ce que c'est que l'écologie, se rendre compte qu'il y a une urgence climatique, une urgence de dégringolade de la biodiversité, une urgence de justice sociale. Et en fait, face à toutes ces urgences, nous, on s'est sentis complètement impuissants. On n'arrivait pas à trouver de positif, on n'arrivait pas à trouver de solution. On s'est dit qu'il en existait forcément, mais qu'elles n'étaient pas mises en avant. En tout cas, on avait du mal à comprendre un peu tous ces enjeux-là. Et donc, on s'est dit, si personne le fait, ou en tout cas si on l'a pas trouvé, pourquoi on le ferait pas nous? Et donc, un peu du jour au lendemain, on s'est en fait rendu compte qu'il y avait rien de plus important que le climat pour nous. Donc, ça a été une prise de conscience qui s'est pas faite en une heure. C'était sur une période de plusieurs semaines, plusieurs jours. Et à la suite de ça, en fait, on a juste décidé de quitter notre job, sans savoir dans quoi on allait se lancer, mais on voulait juste avoir une activité qui nous dépassait un peu plus, qui était un peu plus grande que ce qu'on faisait à l'époque, en sachant qu'à l'époque, on avait quand même une valeur capitalistique, mais une valeur sociétale très faible. Et donc, on voulait un peu transformer cette valeur-là en une autre. Donc voilà, c'était un peu la seule Vous chose. démissionnez, Ouais. vous démissionnez tous les deux en même temps? Ouais, à un Au mois même jour? d'écart, Un mois d'écart. Un mois d'écart et en fait pour des raisons indépendantes l'un de l'autre, on s'est pas forcément dit qu'on allait quitter notre job en même temps pour lancer un projet, c'était plus qu'on avait un trop plein et qu'on avait envie de faire autre chose avec plus de sens et donc un peu conjointement on a quitté notre job et là on s'est dit qu'on avait envie de voyager et de faire un voyage qui avait du sens et c'est comme ça un peu qu'est né Tomorrow parce que c'est vrai que en fait, on est parti du principe que tout le monde était plus ou moins d'accord sur les problèmes liés au changement climatique aujourd'hui, mais par contre, les solutions, ça restait assez flou. On avait du mal à voir ce qui avait vraiment de l'impact, quels étaient les ordres de grandeur, et qu'on allait coupler le voyage pour partir un peu à l'exploration, pour répondre à nos questions. Et qu'on allait créer quelque chose qui nous répondait à nos questions et qu'on aurait aimé avoir quand on se les posait au début.
Donc c'est parti un peu comme ça, un projet de voyage, d'aventure, d'exploration sur les solutions au changement climatique. Et donc je précise, vous êtes aussi en couple. Du coup, c'est pour ça que c'était plus pratique de voyager à deux. Et donc l'itinéraire, le voyage, le but, les objectifs, comment vous faites pour mettre tout ça sur le papier au début? Est-ce que vous imaginez plusieurs solutions, plusieurs axes? Comment ça se lance? Alors en fait, on a fait un exercice qui s'appelle l'ikigai, qui est un exercice japonais qui permet un peu de comprendre ce dont le monde a besoin, ce dans quoi je suis doué, ou en tout cas j'ai des compétences, j'ai des facilités, ce pourquoi je peux être payé, etc. Et en fait, il y a 4 grands piliers, et à la fin, quand on les croise tous, ça te donne l'ikigai, c'est un peu ce que tu peux tendre pour être heureux dans ton job et ne pas avoir l'impression de travailler peut-être justement. Et donc on a fait cet exercice-là, on s'est penché dessus tous les deux, et en fait on a découvert qu'on avait envie de donner de l'information aux gens, de transmettre et d'être un peu des passeurs d'informations, donc d'aller rencontrer des experts, n'étant nous-mêmes pas du tout experts sur ces sujets-là. Et du coup, on voulait juste donner de l'information aux gens pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées sur l'écologie dans leur quotidien par la suite. Et donc, c'est posé un peu la question du format. On a hésité entre un film, un documentaire, un livre, un podcast. Il y a eu plein de choses. Et au final, on s'est penché sur le livre parce que c'était plus proche de ce qu'on savait faire. Et ça nous excitait vachement d'avoir un produit physique, beau, que les gens puissent se passer aussi, peut-être de génération en génération ou entre amis. Voilà. Est-ce que justement, quand même, vos expériences précédentes et tout ce que vous aviez appris ou vu du monde de l'entreprise allait vous servir? Vous êtes appuyé dessus? Oui, complètement, parce qu'on est parti de l'idée qu'on allait tout faire ensemble de A à Z, tous les deux. Donc, que ce soit l'identité visuelle de Tomorrow, que ce soit la construction de la ligne éditoriale, de comment est-ce qu'on orchestre 256 pages, comment est-ce que les interviews sont menées, comment est-ce qu'on fait la communication. On a fait aussi un crowdfunding sur Ulule pour nous permettre de faire des précommandes du livre. On est allé chercher des sponsors. Bon, tout ça a fait que c'est sûr qu'on a énormément utilisé nos compétences. Je dirais juste qu'il y a une chose qu'on a apprise, c'est de rénover notre van parce qu'on l'a acheté d'occasion et on l'a rénové avant de partir. Et ça, clairement, nos compétences précédentes ne nous l'ont pas appris. Heureusement que Léo était un très bon bricoleur et son papa aussi et m'ont embarqué dans cette aventure pour qu'on puisse rénover notre van ensemble. Et donc, du jour 1 où vous dites on va se lancer sur Tomorrow et le premier jour du départ, il y a eu combien de mois? En tout, il y a eu 6 mois. 6 mois, ok. Ouais, 6 mois où en fait on est même parti avant la fin de notre campagne de financement participatif. Yes. Donc voilà, on était les premiers jours sur la route en fait, étaient les derniers jours de la campagne de crowdfunding. Et donc 6 mois où on a dû effectivement donc créer la marque, créer un peu les packs de sponsoring pour aller démarcher des entreprises qui pourraient nous donner de l'argent, nous accompagner, pour créer cette campagne sur Ulule, pour acheter le van, pour le rénover, pour trouver un parrain, pour commencer à creuser un peu les sujets aussi, parce qu'il fallait comprendre un peu les enjeux qu'on allait décrypter et les entreprises qu'on allait interviewer. Donc ça a dessiné un petit peu notre itinéraire au fur et à mesure. Voilà, donc tout ça, ça a été 6 mois non-stop, jour et nuit, week-end et semaine. Mais c'était hyper excitant en fait. On retrouvait un peu les excitations du début, comme une première relation, quoi, un début de job, et du coup on n'en avait pas marre. Et puis après, du coup, en avril, on est partis tous les deux. Est-ce que dans cette période-là, vous avez eu des soutiens, donc peut-être dans des équipes qui vous ont accompagné? Si vous avez fait du crowdfunding, il y a peut-être Ulule, il y a peut-être un incubateur Imago, non, qui vous ont aidé? Pas à ce moment-là? Alors en fait, je dirais qu'on a eu énormément de soutien au début et on s'y attendait pas du tout à ce que le projet plaise autant. Donc ça, c'était déjà une belle réussite parce qu'on n'avait rien sur le papier. On a fait un crowdfunding en vendant notre livre alors que c'était un peu un pari sur nous parce qu'on n'avait jamais fait de livre. On débutait en design et on n'y connaissait absolument rien en imprimerie. Et on a quand même réussi à vendre 1000 livres en précommande.
et elle levait 30 000 euros. Donc, on a fait moitié crowdfunding, moitié auprès de financement privé, donc d'entreprises aussi qui ont super positivement répondu à notre projet, et des soutiens comme Imago, on en reparlera, je pense, mais ça fait partie des partenaires de notre écosystème qui nous ont vachement relayés sur les réseaux sociaux pour nous permettre d'avoir de la visibilité, parce qu'on voulait vachement communiquer aussi au cours du voyage pour permettre d'embarquer les personnes dans notre aventure, parce qu'on trouvait ça chouette qu'on puisse nous suivre avant de recevoir le livre qui était un peu la consécration de ce voyage. Et les invités, ou en tout cas les experts qui allaient être du coup dans le livre, que vous alliez rencontrer, est-ce que vous les aviez tous contactés et tous bookés avant le départ, ou il y en avait une moitié Alors, donc pour être transparent, on a sélectionné plus de 500 boîtes qu'on avait, enfin bref, on les a trouvées d'un peu partout, du bouche à oreille, des recherches sur Internet. On a regardé les fonds d'investissement, on a regardé les bourses européennes aussi. Bref, il y avait plein de choses, plein de sources différentes. Et sur ces 500 boîtes qu'on aimait bien, on en a gardé une bonne trentaine qu'on a contactées. Alors évidemment, il y a des refus, il y a des boîtes qui nous ont jamais répondu, parce qu'on n'est évidemment pas le New York Times quand on se lance là-dedans. Et il y a des entreprises qui nous répondent, qui sont intéressées, et du coup on leur dit écoutez les gars, on vient vous voir dans 7 mois, donc faut être un peu patient. Mais en fait, ouais, on a essayé en tout cas de contacter tout le monde avant de partir, et on les tenait au courant 2-3 semaines avant de venir, mais on pouvait pas faire plus parce que c'est beaucoup d'imprévus, la vie en van, donc on a fait un peu avec les moyens du bord. Mais oui, on les avait tous contactés avant, et on avait plus ou moins notre itinéraire qui était tracé. Au moins, on avait un mois de visibilité, je pense, à peu près. Et donc c'est quoi le périple? Vous avez commencé par quel côté de la boussole? Vous êtes parti comment en Europe? Alors, on est parti le 25 avril. Ce qui est drôle, c'était pendant le confinement numéro 3, je crois. Donc, on a traversé la France très rapidement parce qu'on n'avait pas le droit d'être sur la route. Et puis, le premier pays où on est allé, c'était la Suisse. Et là, on découvre que tous les restaurants sont ouverts, plus personne porte de masque. Et vraiment, c'est un autre monde. On a l'impression d'arriver dans un autre monde. Et à partir de là, c'est vrai que le Covid a été moins visible, en tout cas, sauf au passage aux frontières où on a dû bien prouver qu'on était vacciné avec notre petit papier français. C'était pas toujours facile, il n'y avait pas de passe à l'époque. Mais on a traversé tous les Balkans jusqu'en Grèce. Ensuite, on est remonté en Europe centrale jusqu'aux pays baltes. On a traversé dans les pays scandinaves, donc Suède, Norvège. Et puis ensuite, on est redescendu par le Danemark, Pays-Bas, France, Espagne, pour finir en Espagne et rentrer à Tours, qui était notre point de chute. Donc, à peu près 20 000 kilomètres 20 000 kilomètres, 26 pays traversés pendant 5 mois. Donc, on a pas mal roulé. C'est vrai qu'il y avait une grosse contrainte logistique avec le fait de rencontrer ces entreprises. On avait à peu près une interview par semaine. Et parfois, c'est vrai que les interviews étaient à 3 pays de là. Donc, on n'a malheureusement pas eu le temps de voyager en slow travel. Je pense que c'est un des regrets qu'on a eu parce qu'on avait quand même cette pression du temps qu'on s'est imposé. Mais on roule à peu près 150 km par jour, donc c'était entre 1 et 2 heures. On s'est réparti équitablement la route entre Célia et moi, mais on avait quand même quasiment tous les jours de la route à faire, quoi. Ok. Et comment, du coup, vous avez réussi donc à interviewer? Vous prépariez ces interviews, ces entrevues. Vous mettiez un minimum à niveau, du coup, au niveau du domaine et des enjeux. Est-ce que vous passiez beaucoup de temps avec ces entreprises, ces personnes? Vous deviez sûrement visiter, passer du temps avec les équipes sur place? Ouais, parce qu'en fait, quand on traverse toute l'Europe, on reste pas pour une demi-heure, donc on demandait aux gens de recevoir, de prendre au moins 2 heures avec nous. C'était pas trop demandé, c'était pas trop dans leur agenda. Donc effectivement, on préparait beaucoup en amont. Déjà, il a fallu comprendre un peu toutes les sources d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Ça a pas été une mince affaire parce que en fait, on trouve pas tant que ça d'informations sur le sujet. Donc une fois qu'on avait compris les grands postes d'émissions, on s'est dit en fait, on va aller interviewer des entreprises qui répondent à ces enjeux-là. Et donc chaque entreprise, on les voyait peut-être 2 heures environ. On mettait une grosse heure, 1 heure et demie à préparer le sujet en amont. On essayait de se répartir de la sorte. Il y en avait un des deux qui préparait,
à fond le sujet, qui pensait la boîte, l'enjeu, etc. Et l'autre qui préparait pas trop. Ce qui nous permettait de se mettre peut-être au niveau de certaines personnes qui allaient nous lire, qui étaient nos grands-parents. C'était un peu la ligne éditoriale, il fallait que nos grands-parents puissent comprendre. Donc pour des très néophytes, et donc en fait il y en avait un qui avait le droit de poser des questions bêtes et l'autre qui avait l'obligation de poser des questions techniques pour bien écrire. Et donc ça nous déstressait un petit peu de poser des questions un peu bêtes sur le coup, quoi. Donc voilà, c'était un peu toute la partie préparation. Ensuite on avait une grosse heure d'interview, le temps de s'installer, de dire bonjour aux équipes. Et ensuite, nous, en termes de traitement de l'interview qui était en anglais, on devait la retravailler, la traduire, la retranscrire. Bref, on avait, je sais plus combien on avait exactement, mais... Environ 25 heures de retravail par interview, entre la traduction, la réécriture aux questions, la vulgarisation la synthèse pour condenser, et puis la relecture, correction orthographique et mise en page. Donc 25 heures. Vous enregistriez l'interview en vidéo, audio? En audio. Audio, ok. Donc c'était... Au moins, il y avait pas un besoin de prise de notes sur le live. Ok. Et donc tout ça représente. Vous avez réussi à combler combien de piliers ou de domaines sur on va dire cette partie industrielle et de créateurs, producteurs de CO2 justement. Eh ben, en tout, on a interviewé 17 entreprises. Donc, on a choisi 17 secteurs pour vraiment faire une entreprise par secteur. Et la façon dont on les a choisis, c'est comme Léo expliquait, c'est en fait les principales émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et dans ces secteurs, les solutions qui ont le plus de potentiel pour faire drastiquement réduire les effets de gaz à effet de serre rapidement. Et donc, on va parler par exemple du transport routier, du nucléaire, des énergies. Je suis en train de lire notre sommaire au fur et à mesure que je te parle, mais les énergies renouvelables, la climatisation, l'agriculture, l'alimentation, l'argent. En fait, c'est vraiment très large et c'est des sujets qui touchent un peu à notre quotidien, de savoir comment ces secteurs-là peuvent évoluer. Et dans le livre, il y a une partie interview évidemment qu'on a retranscrite avec environ 10 pages. Mais aussi, juste avant, tu as une double page sur les enjeux de cette industrie à connaître pour que tu puisses rentrer dans l'interview en te disant que tu maîtrises ce qui est important de savoir. Donc, les chiffres clés, les enjeux, pourquoi est-ce que c'est émetteur. Tu vois, par exemple, je te dis, pourquoi le béton, est-ce que c'est émetteur de gaz à effet de serre? En soi, on sait pas. Donc, tout ça, tu as besoin de le savoir avant de comprendre vraiment ces industries. Qu'est-ce qui a été, du coup, le plus dur, le plus compliqué à gérer pendant le voyage? Je pense que le perso a été un bon challenge parce que, comme tu l'as dit, on est en couple, on vit dans 5 mètres carrés pendant 5 mois. Donc en fait, on a beaucoup appris chacun sur nous, on a appris aussi sur notre couple. Donc ça, c'est des bons challenges. Mais c'était pas dur en fait, c'était juste arriver à communiquer, désamorcer des sujets, etc. Donc ça, je pense que c'était un énorme challenge, mais qui en ressort ultra positif. Hein. J'ai l'impression que ça nous a ultra soudés. On s'est paxé en rentrant. Voilà, c'était une bonne. Après 1 an de relation, on est quand même parti faire ce projet-là. C'était ambitieux, et du coup, j'avoue que pour moi, l'humain en fait était pour moi un des plus gros challenges. En plus, on a combiné plein de choses qu'on ne connaissait pas, donc on n'avait jamais fait de vanne de notre vie. On commençait à travailler en couple, et travailler en couple, tu dois peut-être le savoir, mais c'est vraiment très différent de ta vie de couple, parce que tu découvres une autre personnalité de l'autre, une autre façon de faire. Et puis, on avait quand même cette communication et ce livre à créer autour du voyage. Donc bref, monter une entreprise ensemble, enfin voilà, c'était tout combiné. C'est vrai que ça a été très fort. Mais en fait, pour nous, ça a été aussi un super tremplin pour tout ce qui allait se passer par la suite, qu'on n'imaginait pas du tout à l'époque, où on se disait, on fait notre voyage et voilà. Et en fait, ça a super bien marché, et maintenant, on est trop content de ce que c'est devenu. Il n'y a pas eu de galères mécaniques, administratives. Il y en a eu plein. Évidemment, sinon, c'est pas de l'aventure. Si, on peut t'en raconter quelques-unes. Alors déjà, on est parti avec un van très vieux.
Donc déjà, au bout du premier pays, de 2 semaines, même pas 1 semaine de voyage, il y a les roues de notre van qui commencent à prendre feu. Donc voilà, et C'est sympa. c'est sympa. Donc on s'est dit, on espère qu'on a encore des freins. Ensuite, il y a le voyant moteur qui a été allumé pendant à peu près 3 pays, qui arrêtait pas de s'allumer, de s'éteindre. Donc on essayait de trouver un garage. Et puis en Pologne, au fin fond de la Pologne, quand personne parle anglais, c'est très compliqué. Et puis quand ils ont des rendez-vous, pas avant 2 semaines, bah t'es en galère. Non, et puis après, il y a aussi le fait que, en fait, tu vis dans un truc que t'as construit. Donc forcément, c'est mal fait. Et donc, on s'est retrouvé dans les premières semaines sous des trombes de pluie. Je pense que le premier mois, on a eu 25 jours de pluie, je crois que sur 30, un truc comme ça. Et donc rien n'était étanche. Donc en fait, on a eu de l'eau qui s'est infiltrée, en tout cas dans le van, par tous les orifices. C'est-à-dire qu'on avait 5 entrées, fenêtres, portes. Et ben, il y a eu de l'eau par tous les endroits. Donc voilà, c'était les galères du début. Après, on s'y est fait, mais ouais, on a eu évidemment un milliard de trucs, des accidents, des problèmes de moteur, plein de choses. Mais c'est des bons souvenirs aujourd'hui. Sur le moment, c'est un peu moins drôle. Vous avez été capable de tout gérer. Et du coup, en parallèle, la communauté commence enfin, se lance vraiment correctement, même avant le départ, vous le disiez, vous l'aviez lancé. Est-ce que la communauté, du coup, je sais pas, c'est pas le bon terme, c'est pas interférer, mais orienter peut-être à un moment ou à un autre dans le voyage telle ou telle entreprise, ou vous a peut-être soutenu si vous étiez justement en galère, un petit message sur les réseaux et bah tiens, vous pouvez aller ici. Est-ce qu'il y a eu ce genre de communication et de relais? Franchement, carrément. Et c'est là où, en fait, on se rend compte que les personnes adorent les galères, adorent voir les gens galérer. Et on s'est rendu compte que quand on partageait nos galères, c'était vraiment là où ça marchait le mieux. Donc non, oui, on a eu certaines galères et c'est vrai que c'était un peu compliqué et on mettait un petit message et on recevait plein de retours. Donc ça nous a quand même vachement soutenus. Il y a aussi plein de gens qui nous ont dit « Ah bah je connais cet endroit, je connais telle personne, allez les voir ». Et pour nous, ça a été vraiment une énorme source de soutien et on a essayé d'organiser des événements pour rencontrer des personnes parce que c'est vrai que c'est chouette aussi de découvrir les personnes dans la vraie vie et donc nous on adore rencontrer des gens qui nous suivent pour échanger et pour aussi les découvrir parce qu'il y a plein de gens qui font des choses incroyables comme vous par exemple, comme toi. Donc ça je trouve c'est vraiment une source pour nous d'inspiration énorme de pouvoir aussi via ce projet rencontrer des personnes inspirantes. Et donc vous rentrez, vous avez tous ces rushs déjà quand même travaillés. Combien de temps après il y a une maquette de Tomorrow, la revue dans vos mains? Ouais, comme tu l'as dit, on travaille quand même tous les jours pendant le voyage. Donc tous les jours on roule et on travaille. Donc bon, ça laisse la moitié de la journée pour visiter, mais c'est quand même pas un voyage en van, quoi. C'était vraiment un voyage. Non, c'était pas des vacances. Quand même du travail, quoi. Donc quand on rentre en septembre-octobre, on a déjà quand même les interviews qui sont presque toutes traitées. On n'a pas encore le design et la mise en page, mais ça a quand même bien avancé. Les enjeux sont en partie bien avancés, on a les photos, les illustrations, etc. Donc c'est quand même bien avancé. Et du coup là, on a à peu près 2 mois non-stop, je dirais, sur la réalisation de la maquette. Et après, on a fait beaucoup d'allers-retours avec l'imprimeur, parce que comme l'a dit Célia au début, on était des grosses quiches en impression. Donc on a tout découvert sur le tas. Et ils ont été vraiment incroyables, ils nous ont beaucoup accompagnés. Et donc, quand on est allé faire donc les validations pour les bons à tirer, les BAT, c'était en novembre. C'était 15 novembre. En 15 fait, novembre. On est rentré le 1er octobre et le 15 novembre, on signait le bon à tirer. Donc, c'était même moins que ça. Je crois qu'on a travaillé tous les week-ends à tel point que ça m'est jamais arrivé, mais je me suis quand même fait une tendinite à la main. À la fin, j'ai fini avec ma main gauche sur mon ordinateur. C'était assez drôle. Mais c'était assez incroyable pour nous parce qu'en fait, on connaissait pas du tout le domaine de l'édition. Donc, on s'est dit qu'on allait avoir une maquette imprimée qu'on allait pouvoir valider. Mais non, enfin on en a eu une à peu près, mais impossible d'avoir le rendu final avant de lancer le BAT. Et en fait, on a dû signer quelque chose en se disant vraiment, on est en train de faire partir 1000 impressions et on n'a aucune idée de comment est-ce que ça va rendre. Parce que entre ce qu'il y a sur ton ordinateur et la réalité,
c'est quand même très différent en fonction du papier que tu choisis, en fonction de est-ce que tu as bien fait tes couleurs, ta colorimétrie, avec les photos, les illustrations, tout ça. Et franchement, là, j'avoue que c'était un petit moment de stress parce qu'on s'est dit, ok, si ça merde, c'est tout le projet qui tombe à l'eau, quoi. Il y a d'une part les gens qui attendent à ce que ce soit un beau produit parce qu'ils l'ont quand même commandé. Et puis nous, on n'a pas envie de les décevoir. Et puis il y a beaucoup d'argent en jeu en fait. Derrière, toutes les personnes qui nous suivent, effectivement, on met un gros billet sur la partie impression. On a choisi exprès, tu vois, une impression en France avec des super beaux papiers, avec bref, on a fait vraiment le top du top. Et du coup, quand tu te dis que tu reçois ton premier livre en même temps que les gens qui l'ont commandé il y a un an, t'espères vraiment qu'il va être beau entre tes mains parce que sinon tu peux pas refaire. Donc voilà, c'est petit stress, mais du coup, on a refait une impression par la suite, et du coup, les 2 impressions se sont très bien passées, donc plus de peur que de mal, mais c'est vrai que c'est assez étrange comme sensation. Donc l'imprimeur, c'était lui qui faisait partir aussi les livres? Vous n'avez jamais eu dans votre garage, on va dire, les 1000 sur une palette à empaqueter et à... Non, ça c'était l'imprimeur. On s'est dit que ça allait pas tenir dans notre 40 mètres carrés. Donc vous avez reçu tout à Noël 2021, tout a été livré, c'est ça? Ouais, exactement. On a travaillé avec le logisticien de notre imprimeur qui a envoyé du coup un peu moins de 1000 livres à ceux qui l'avaient précommandé, aussi aux entreprises, etc. Et nous, on en a reçu quelques-uns quand même chez nous. Et en fait, en une semaine, on a été en rupture de stock parce qu'il y en a qui l'ont recommandé par la suite. Et en fait, quelques semaines plus tard, on a une grande entreprise, je pense qu'on peut la nommer, on a Cultura, qui a voulu nous en commander vraiment beaucoup. Et donc, on a relancé une impression en Bretagne cette fois. Et ouais, du coup, ça s'est fait un peu à la suite de la première impression qui était en décembre. Génial. Et aujourd'hui, donc on est fin 2022, il y en a eu combien qui ont été édités? Alors, en tout, on en a imprimé 3000 et on en a vendu 2500. Donc, tous les mois, vous voyez quelques... Il y a eu d'autres distributeurs que Cultura ou... Oui, en fait, donc nous, on travaille avec un logisticien aujourd'hui qui fait partir les commandes chaque semaine parce que c'est beaucoup plus simple à traiter comme ça. Et on a plusieurs façons de vendre. Donc, en effet, on est chez Cultura. On a aussi des librairies en direct qui nous démarchent pour acheter des livres. On est aussi sur Encore Store, ce qui marche bien et ce qui permet d'être référencé auprès de Concept Store. Et tout ça, et puis aussi le e-shop, donc sur le site internet directement. Et tout ça fait qu'on est dans 130 points de vente en France aujourd'hui. Et puis on en vend quand même pas mal par mois. Donc pour voir que vous êtes auto-édité, vraiment bravo. On en reparlera tout à l'heure, mais tu as été édité depuis, donc tu peux faire la comparaison, Célia. Donc bravo. Merci. Et du coup, vous vous êtes dit bon après ce format-là, une fois que c'était traité, vous vouliez lancer d'autres formats. Comment vous avez imaginé la suite de Tomorrow? Est-ce que ça remplissait déjà cette première objectif qui était d'avoir un peu plus de positif, un peu plus de solutions concrètes? Est-ce que ça a confirmé vos interrogations, vos possibilités justement de travailler ensemble? Ouais, je pense moi en tout cas, j'ai vraiment été aussi heureux depuis que je maîtrise mon temps, depuis que je maîtrise mes missions, etc. Donc, j'ai l'impression de travailler pour mes rêves et pas pour les rêves de quelqu'un d'autre. Depuis qu'on s'est lancé dans ce projet, ça c'est quand même assez fort. Et du coup, sur la suite du format, en fait, on avait envie de poursuivre. On n'avait pas envie de retrouver un CDI tout de suite. Tu vois, on n'avait pas envie de se retrouver dans de la sécurité et peut-être un certain confort, mais en fait, on avait l'impression que cette aventure, elle nous avait vraiment appris plein de choses. Et comme tu dis, les rencontres, elles ont été tellement inspirantes qu'on ne peut pas les laisser de côté. Donc, on a envie de continuer ces interviews, on a envie de continuer à rencontrer des gens qui sont humainement incroyables, qui œuvrent pour un monde plus durable. Mais on n'avait pas envie de refaire un deuxième livre, on n'a pas envie de repartir forcément en van, parce qu'on sort d'une grosse épopée. Et donc, on se dit, on va juste transformer le format et on va se recentrer sur la France. Et donc, on a sorti un podcast cette année. Donc, on a eu, pareil, 8 mois de travail dessus, en parallèle de nos activités, parce que c'est toujours un énorme kiff de travailler dessus, même si
on se rémunère pas à 100% avec Tomorrow, voire pas du tout. Et donc on garde ça sur le côté et on lance ce podcast qui a vu en tout cas une première saison de 8 épisodes depuis septembre jusqu'en décembre. On a publié à peu près un épisode par semaine. C'est une saison qui a été sponsorisée par Le Bon Coin entièrement. Et du coup, on a interviewé 8 solutions au changement climatique, un peu comme dans le livre, où en fait on va non seulement décrypter les enjeux, mais on va surtout faire passer ça au premier plan. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une interview plus classique avec des chefs d'entreprise qui nous présentent leurs innovations. On va en fait décrypter et écrire tout l'enjeu à deux. Et on va saupoudrer en fait ce décryptage par une interview qu'on aura réalisée au préalable avec ces fondateurs ou fondatrices d'entreprise. C'est le format audio d'un chapitre du livre. Exactement. Exactement. À mon avis, le process est à peu près identique, à part enregistrer au lieu d'écrire. Enfin, écrire et puis enregistrer du coup une voix. Exactement. Et puis bon, toi qui accompagnes les entrepreneurs sur du podcast, tu sais, mais nous, on était autant des quiches sur le podcast qu'on l'était au début sur l'impression. Donc, on a encore une fois tout remis à zéro. On a tout réappris sur le tas. C'est bien, tous les ans, vous apprenez. Tous les jours, au final. Ouais, on passe de quiche à moins quiche. Donc, bientôt une version Hollywood, sûrement au cinéma. Puisque vous upgradez à chaque fois le niveau. Et justement, du coup, en parallèle de ça, pour vivre, pour compléter ses revenus et peut-être pour être encore plus là, peut-être acteur du changement ou en tout cas accompagner ceci. Qu'est-ce que vous faites en parallèle, Célia? Eh ben, écoute, en fait, quand on est rentré de voyage, c'est vrai que Léo disait on voulait pas forcément reprendre de CDI, mais on savait pas vraiment ce qu'on voulait faire non plus. Et je pense que on nous a appelés pour des projets juste incroyables et ce qui nous ont orientés sur la piste sur laquelle on est aujourd'hui. On nous a appelés pour faire une campagne de communication pour les présidentielles, pour remettre l'écologie un peu plus dans le débat. Et on a eu plein de discussions comme ça. Léo s'est reconverti en designer parce qu'il avait vachement aimé cette expérience aussi avec le livre de mettre en page et il était doué pour le faire, je peux le dire, parce qu'il a fait quand même toute l'identité visuelle, il a porté ce projet sur la partie design. Et moi, j'avais toujours la volonté de faire de la communication et du marketing parce que je trouve que c'est aussi beaucoup comme ça qu'on peut toucher des personnes. Et donc, on a monté la société qui est aujourd'hui qui a 3 piliers. Donc il y a le pilier média avec le livre, le podcast qui est vraiment le côté grand public de sensibilisation sur les enjeux et les solutions au changement climatique. On a aussi une opportunité pour faire des ateliers climat en entreprise. Là, on s'est formé cette année sur notamment 2 tonnes, qui est un atelier de 3 heures sur les solutions pour vraiment faire réduire ton empreinte carbone jusqu'à 2050 et aussi l'empreinte carbone de la société pour voir ce qui a de l'impact. Et en fait, de faire ces ateliers, on se rend compte qu'on peut vraiment avoir de l'impact en entreprise sur un public qui est peut-être un peu moins touché ou moins connaisseur, en tout cas, des enjeux, des ordres de grandeur. Donc, il y a ce pilier-là où on fait des ateliers, des conférences, des formations. Et puis, le 3e pilier qui est un peu le studio, agence de communication, marketing, design, où on met nos compétences au service d'entreprises qui veulent faire des projets. C'est vraiment hyper large. On peut avoir de la construction d'une ligne éditoriale, de refaire son identité visuelle, de adresser une stratégie marketing pour une nouvelle cible, de faire un audit de l'existant. Enfin, c'est vraiment super large. On personnalise en fonction des besoins un peu des entreprises. Et comme c'est que des boîtes à impact, en fait, on se rend compte qu'il y a des synergies qui existent entre ces 3 piliers et qui sont folles parce qu'on rencontre encore une fois des gens, alors qu'on n'interviewe pas cette fois, mais qui sont tout aussi inspirants et intéressants. Et voilà, on se nourrit en fait vachement de ces 3 piliers et ça nous permet de continuer à avoir des activités qui nous rémunèrent et d'autres qui nous rémunèrent pas, mais où en fait on tire aussi une énergie folle. Et donc je trouve que ça offre une grosse liberté de pouvoir avoir un jour par semaine dédié à un projet de kiff complet et où t'as l'impression d'être utile juste, qui donne vachement de sens, et d'autres où t'as quand même du sens et de l'impact, mais qui est peut-être un peu plus corpo. Donc voilà, on allie les deux pour vivre et puis pour continuer nos projets. Est-ce que vous mesurez le pourcentage justement de ces missions qui viennent de personnes qui suivent le média, qui font partie de la communauté?
C'est C'est 80%? Ouais. C'est une bonne question, je pense que c'est vraiment élevé parce Ouais. que, évidemment, en fait, nous, on n'y connaissait pas grand-chose sur ces sujets-là, et en fait, il y a 2 ans, et j'ai l'impression que ça nous a en tout cas donné une petite crédibilité. Et donc, quand on arrive avec des acteurs qui sont déjà installés et qu'on leur dit, bah voilà, on a fait un livre, on a monté un média, on a créé un podcast, on fait des conférences, etc., ça rassure, en fait. Donc je dirais qu'en tout cas, une grande part provient peut-être de cet écosystème. Et une grande part des deals qu'on va signer aussi le sont probablement grâce à Tomorrow. Et sur chaque deal, vous n'êtes pas obligés de travailler tous les deux. Non. Vous pouvez aussi intervenir l'un et l'autre en fonction des sujets, des compétences. Oui, tout à fait. En général, une entreprise vient nous voir parce qu'elle a un besoin particulier, donc on voit un peu comment est-ce qu'on orchestre ça. Et je trouve que c'est aussi hyper sain de travailler chacun de notre côté avec des clients, parce que c'est vrai que quand on travaille en couple, tu le sais, mais du coup on est H24 ensemble, et d'être seul sur des projets, je pense que ça permet d'avoir un certain équilibre pour nous aussi. Je ne peux que confirmer. Mais ça se met en place petit à petit. Effectivement, au début, c'est bien d'avoir, on va dire, un focus, en tout cas, un objectif commun. Une fois qu'il est sorti, c'est plus facile de, 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 s- de, de dupliquer, on va dire, les valeurs et les compétences. Et du coup, la suite, qu'est-ce que va pouvoir être la suite en 2023? Et en 2023, bon, déjà, comme on vient de structurer l'entreprise là il y a 2 semaines, là on va être Bravo. merci. Là, c'est champagne. C'est champagne, c'est cadeau de fin d'année. Du coup, on va être quand même assez porté sur ces 3 piliers-là pour les développer à fond. Et Donc, saison 2 podcast encore? saison 2 podcast a priori. Et j'ai essayé de motiver Célia à faire une comédie musicale, mais elle est pas prête encore. Mais ça sera peut-être pour 2025. Mais en tout cas, pour 2023-2024, on est en train de se pencher assez sérieusement. Alors ça reste, c'est les prémices, mais on est en train de se pencher sur la création d'un documentaire. Donc d'un format un peu plus court que celui d'un film, parce que ça serait 52 minutes, pour essayer d'exprimer en tout cas ce à quoi pourrait ressembler un futur durable, viable, et qui donne envie en fait aux gens, donc qui soit en adéquation avec la transition écologique, énergétique, mais voilà, tout simplement montrer comment demain on s'habille, comment on se loge, comment on se déplace, comment on communique aussi, c'est quoi notre réluctance au changement, c'est quoi le poids des traditions et de la culture dans la transition. Donc on a un milliard de questions là-dessus, on aimerait bien interviewer autant des philosophes que des sociologues que des experts sur le climat. Et donc il y a plein de choses à réinventer, et on espère donner envie aux gens de transitionner, de changer, de montrer que c'est pas que de la contrainte, que ça peut être positif, que ça peut être sexy, et que voilà, un imaginaire collectif peut être sympa. Et donc, là, en France aussi? Un Oui, peu oui, oui. plus loin? Ouais. Non, Est-ce que toujours. vous avez toujours le van? On a toujours le van, il est en hivernage à Tours et on le OK. reprend de temps en temps. On l'a malheureusement pas assez repris cette année, je pense qu'on a trop travaillé. Mais on aimerait bien repartir avec pour faire quelques beaux voyages. Et du coup, peut-être le docu, il peut être utilisé avec, cette fois-ci, des caméras. Tout à Carrément. fait. C'est une bonne question, parce que du coup, on a évidemment envie d'avoir l'empreinte la plus faible aussi sur le tournage. Et du coup, ça peut être aussi intéressant de montrer aux gens qu'au tout début du documentaire, on prend notre van et on se rend compte qu'au bout d'un moment, si on veut continuer à avoir une empreinte basse, en fait, on va plutôt privilégier le train. Donc voilà, ça peut être le plot twist dévoilé du milieu du film. Mais ouais, on sait pas encore comment on va se déplacer, mais il pourra faire partie d'une partie du documentaire. Et est-ce que est-ce qu'il y a des partenaires qui étaient là dès l'origine, qui continuent du coup, donc pour, par exemple, le podcast, ou est-ce qu'il y a des partenaires aussi qui ont fait appel à vous, par la suite au niveau, plutôt là, mission? Est-ce qu'il y a vraiment une continuité? Vous arrivez vraiment à, à mettre en place, petit à petit des projets, vraiment, sur le long terme? Honnêtement, oui.
Et c'est vrai que c'est important pour nous, je pense, parce que on a envie de construire des relations qui durent. Par exemple, Le Bon Coin, c'était un de nos sponsors sur le livre, parce qu'on avait acheté notre van sur Le Bon Coin. Et c'est vrai qu'on est retourné voir nos sponsors traditionnels pour le podcast et qu'on l'a pas proposé en dehors de ce cercle pour favoriser. Et Le Bon Coin nous a dit qu'ils avaient l'Avenir à du Bon, qui est un média des bonnes nouvelles, et donc ils voulaient sponsoriser pour ce média. Sponsoriser le podcast via ce média. Et puis on a fait quand même pas mal d'interventions au sein des entreprises sponsors, donc que ce soit des conférences sur notre voyage parce qu'on voulait aussi embarquer une partie des employés. Il y a une entreprise avec qui on a continué à travailler. Donc il y a des vrais ponts, et je pense que c'est bien parce que il n'y a pas que les entreprises, il y a aussi tout l'écosystème qu'on essaye de mobiliser. Et par exemple, on a fait des ateliers climat chez Make Sense, qui a été un soutien médiatique pour nous pendant le voyage. Enfin voilà, il y a plein de ponts qui se font, et nous, on est toujours hyper preneurs, peu importe si c'est pour des missions ou pour juste des ateliers grand public gratuits. Je pense que c'est important pour nous d'avoir cet aspect-là aussi, de se dire on rend une partie, quoi. On rend l'ascenseur, ouais. Justement, si on peut proposer, en tout cas, faire une projection d'un atelier d'automne, comment ça se passe si une entreprise vient vous voir, qu'est-ce qui peut être fait et comment? Et ben en fait, donc c'est un atelier de projection. Donc c'est un jeu en fait de rôle où on va jouer à la fois son propre rôle et à la fois d'autres rôles pour comprendre l'impact de l'individuel mais aussi du collectif. Et donc pendant 3 heures, on va incarner à tour de rôle soi-même, où on a au préalable calculé son empreinte carbone. Donc on a répondu à des questions. Donc là c'est pas un jeu de rôle, c'est vraiment soi. On répond avec notre consommation de gaz, notre consommation d'essence pour la voiture, notre consommation d'aliments, etc. Et pour les tours collectifs, on va incarner des rôles de Premier ministre, de chef d'entreprise, et on va essayer de comprendre un peu les implications que ça a sur la réduction d'une empreinte individuelle et collective. Et donc ce jeu-là, il nous permet de partir de notre empreinte et d'arriver, si possible, à 2 tonnes en 2050, puisque chaque tour, il y a 8 tours en tout, on prend 4 ans. Et donc, toutes les actions qu'on va pouvoir prendre grâce à des cartes, elles ont plus ou moins d'impact. Et donc, c'est aussi pour éduquer sur les ordres de grandeur, puisque si j'ai le choix au tour numéro 3 entre 10 cartes et que je prends les bonnes, je peux drastiquement réduire mon empreinte. Si je prends les mauvaises, je vais stagner dans le temps et donc je vais pas arriver à 2 tonnes en 2050. Et donc ça, vous êtes formés tous les deux via c'est une association ou une société? Alors, une association? En fait, c'est une association pour le grand public et c'est une société pour les entreprises, mais c'est le même modèle que la Fresque pour le climat. En fait, c'est participatif. N'importe qui peut se former s'il a fait un atelier, et puis ensuite faire des ateliers à titre gratuit dans son cercle et à titre rémunéré auprès des entreprises. Donc, c'est vrai que c'est un bon moyen d'aligner ses convictions avec une rémunération, même si ça permet pas d'être rémunéré uniquement par ça. Un complément. Exactement. Et puis ensuite, nous, on est même formateurs d'animateurs. Alors, faut s'accrocher avec les termes, mais voilà, on peut progresser aussi dans le parcours. Génial. Ouais, c'est là où on voit vraiment quand même que de novice à presque, de presque avoir peur de tous ces gros mots et au lieu de se cacher sous la couette, 2 ans après, vous êtes formateur d'animateur, donc c'est possible. Ouais, c'est sûr qu'on a beaucoup appris. En fait, j'ai l'impression que un des meilleurs moyens d'apprendre, c'est de vulgariser et de reformuler pour les autres. On dit souvent qu'en management, quand tu transmets quelque chose, en fait, il y a 50% pour toi et 50% pour l'autre. Et j'ai l'impression que le fait de développer ces différents formats, que ce soit le podcast ou le livre, en fait, ça nous force à être hyper régulier, à être hyper faire vachement attention aussi aux sources qu'on utilise. Et en fait, on peut pas dire n'importe quoi sur les réseaux, on peut pas dire n'importe quoi dans ces différents formats. Donc ouais, on est obligé de devenir un peu plus expert, ou en tout cas un peu moins néophyte, si on veut transmettre, parce que sinon on raconte un peu n'importe quoi. Donc Après, je trouve que le message que veut donner ces ateliers, c'est que n'importe qui peut animer ce type d'atelier, parce que c'est vraiment de l'intelligence collective. Souvent, j'entends dire, moi, je me sens pas du tout à l'aise sur les questions, j'ai pas les réponses à tout, mais nous non plus, on n'a pas les réponses à tout. Et en fait, le fait de faire ces ateliers, on se rend compte les sujets qu'il faut qu'on creuse. Et de toute façon, dans l'assemblée, il y a forcément quelqu'un qui a la réponse. Et si on n'a pas la réponse, c'est pas grave. En fait, c'est aussi ça, le changement climatique, c'est personne n'est expert de tout.
Et donc, à ceux qui nous écoutent, celles et ceux, j'ai envie de dire, si vous voulez vous lancer, allez-y. Nous, on a vu l'impact que ça a eu, ce genre d'atelier, dans des cercles de proches qui pouvaient être climato-sceptiques et qui savaient pas s'engager. Sincèrement, en 1 an, je trouve qu'on a vraiment fait changer nos familles énormément et que c'est un peu un cadre pour en parler d'un sujet qui est quand même assez compliqué. Et donc, ce cadre, ça permet vraiment d'ouvrir des portes. Génial. Avec une structure et le format du jeu, on arrive à faire beaucoup de choses. Dans la non-violence. Exactement. Au lieu que ce soit au dîner de famille, de passer pour le grand relou, en fait, ce type de cadre, ça aide vraiment. Et du coup, je crois que vous avez vraiment pris goût à l'écriture de livres. Donc, je crois que Célia, en tout cas, tu l'as déjà sorti. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans ce type, dans ce projet-là et de le changer puisque tu as été édité à ce moment-là, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, j'ai sorti mon premier roman le 15 septembre de cette année, donc 2022. Mais je ne l'ai pas écrit pendant le voyage parce que quand même, on peut pas tout faire. C'est un projet qui a un peu plus longtemps que j'ai commencé en 2019 et c'est vrai que le temps d'écrire un livre, quand même, c'est un bon bout de temps. Ça m'a pris au moins 1 an et puis après, quand on est parti en voyage, je l'ai mis en pause et au retour du voyage, j'ai voulu trouver un éditeur et donc ça a été fait 1 an avant la publication. J'écris depuis toujours, donc c'est vrai que pour moi c'est une vraie passion et ça a toujours été ma petite passion cachée avant que je sorte mon premier roman. Et j'ai souhaité trouver un éditeur parce que je trouve que c'est très différent en fait d'avoir auto-édité Tomorrow avec vraiment plutôt un livre business qui pour moi on voulait une patte artistique indépendante de A à Z et tout faire en fait pour apprendre. Donc c'était vraiment une volonté que je trouve qu'avoir une maison d'édition en fait pour moi, c'était vraiment avoir un soutien énorme d'une personne qui connaissait. Et dans l'écriture de roman, c'est pas la même chose qu'un livre business. Je trouve que l'écriture de roman, t'as besoin d'avoir un peu un regard pour savoir si ton livre est bien écrit, pour avoir un ping-pong, échanger. Parce que le travail de réécriture, en fait, il a été hyper énorme pour moi avec mon éditeur. Et d'avoir une maison, je trouve que c'est aussi super symbolique. Ça veut quand même dire que t'es éditable, entre guillemets. Donc, ton roman est pas trop mauvais. Voilà un peu toutes les raisons. Enfin, en fait, je me suis même pas posé la question. C'est vrai, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que je trouve un éditeur. Tu l'as trouvé facilement ? Oui et non, j'ai quand même écrit à 25 maisons d'édition. Au début très généraliste, et puis ensuite je me suis rendu compte que sur un premier roman, être édité par une grande maison généraliste, c'était quasi impossible parce que en fait il y a 1% des gens qui sont publiés. Et donc là, j'ai commencé à aller chercher un peu plus dans le secteur sur lequel j'ai écrit, qui est le féminisme et le sport. Et c'est à ce moment-là que j'ai contacté mon éditeur qui m'a rappelé en 2 semaines. Donc c'était très rapide à partir du moment où j'avais plutôt cet angle. Et quelle histoire as-tu raconté du coup ? Écoute, j'ai raconté... Très symbolique. C'est très symbolique. J'ai raconté l'histoire de ma maman qui a été championne de France de ski de fond à l'international dans les années 70-80 et qui est complètement tombée aux oubliettes. Et même moi, j'avais pas du tout conscience de cette carrière incroyable qu'elle avait fait jusqu'au jour où je suis tombée sur des archives familiales où j'ai lu des articles de presse de l'époque qui m'ont complètement éblouie parce que j'y ai vu beaucoup de sexisme envers son statut de femme, beaucoup de difficultés parce qu'elle a été refusée d'équipe de France, refusée de JO. Elle a vécu dans un monde où les courses étaient interdites aux femmes et ça a été la première Française à vraiment faire une carrière d'envergure internationale qui a ouvert beaucoup de portes. Et j'étais assez révoltée par le fait que on la connaisse plus. Tu vois, j'ai tapé son nom dans Google, elle était inconnue. Et je me suis dit que cette histoire, il fallait la raconter. Ouais, bravo, parce que je l'ai commandé, je vais le lire pendant notre break là, la semaine prochaine. Trop chouette, merci beaucoup. Et du coup, ça a donné des idées à Léo, c'est ça ? Ah bon? Non, enfin, alors, moi... Peut-être. Le livre est vraiment incroyable et c'est pas parce que je suis à côté de Célia que je le dis, mais je suis pas un énorme lecteur, mais pour autant je l'ai dévoré et j'ai surtout compris en fait l'impact qu'il avait eu ce livre quand j'ai vu mon entourage, notamment mes parents qui sont très érudits, qui sont des gros lecteurs, qui ont juste adoré.
et tous nos amis qui ont adoré aussi, qui l'ont dévoré. Et je trouve juste incroyable ce combat et l'énergie qu'elle a mis dedans, parce qu'il faut voir que elle fait ça en dehors du taf depuis 3 ans. Elle fait ça les week-ends alors que t'es sous la couette et qu'il pleut. Et elle se dit ok, je vais bosser sur mon livre. Et je trouve ça juste incroyable. Donc bref, encore bravo. Non, les idées, moi je me suis lancé un peu aussi dans un truc de livre, mais je me laisse 10 ans pour l'écrire, donc j'ai un peu plus de j'ai un peu plus de temps. Génial, si tu peux faire le pitch comme ça dans 10 ans, on verra s'il a évolué. Et ça se trouve, ça aura complètement changé. Non, je voulais écrire un truc sur les théories de la vie. J'ai l'impression qu'on a tous des théories un peu farfelues auxquelles on se raccroche, et en fait on essaie de se rassurer avec des choses, et parfois quand on les partage, bah, t'as des gens autour de toi qui se disent putain, mais c'est fou, moi j'ai exactement la même vision de la vie sur telle chose, sur tel sujet. Ça peut être sur l'amour, sur le fait de prendre des décisions, ça peut être sur la famille, sur des choses encore plus bêtes que ça. Et donc je me disais que j'allais un peu les répertorier, donc j'en ai une 60aine aujourd'hui, et puis je vais les sélectionner, essayer de les illustrer, et puis on verra ce que ça donne. Voilà, petit kiff. Est-ce que bah, c'est très intéressant. Et effectivement, c'est pas du tout la même approche, mais cet aspect, la production du documentaire, si vous allez rencontrer des philosophes, des penseurs, on va dire, il peut y avoir un regard à partager sur justement ces choses auxquelles tu as déjà pensé et répertorié. Complètement. Bah, et peut-être qu'ils seront cités dans le livre, je sais pas. Peut-être. Ouais, génial. Du coup, ouais. Et le format livre et du coup un second peut-être en préparation si tu as envie de continuer dans une voie comme ça. C'est vrai que c'est toujours un peu la question que tout le monde te pose, de savoir alors est-ce qu'il va y avoir un deuxième, même pour Tomorrow. Pour moi, c'est important déjà de le faire vivre, ce livre, parce que ça fait que 3 mois qu'il est sorti, et c'est important de le faire vivre. Tu vois, je fais pas mal de dédicaces, de salons, de conférences. C'est trop bien. Et je pense que c'est important de pas, tu vois, passer tout de suite à autre chose, parce qu'une fois que t'es dans autre chose, ça veut dire que derrière toi, il y a le roman qui est plus là. Donc non, pour l'instant, je cherche plutôt un sujet. C'est sûr que j'ai envie d'écrire un deuxième roman. Je cherche un sujet sur une femme, pareil, oubliée dans l'histoire, parce que ça m'a vachement touchée d'écrire là-dessus. Mais, enfin, pas mal fait réfléchir aussi. Pas forcément une femme sportive, ça peut aussi être une exploratrice, une entrepreneure, tout type de femme. Donc bah voilà, si vous en avez à me conseiller, je suis preneuse. Et faut juste qu'il y ait un peu de matière, parce que c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps à aller fouiller dans les archives pour comprendre la vie de ma maman, pour écrire le premier. Mais j'aimerais bien faire un deuxième, carrément. Tu as lu le livre Ces grandes oubliées de l'histoire, j'imagine? Je l'ai pas lu, j'en ai beaucoup entendu parler, mais peut-être ce sera mon cadeau de Noël. Mais oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de matière à fouiller là-dedans. J'imagine. En tout cas, c'est le seul qui me vient à l'esprit. Et après, oui. Et malheureusement, des grandes oubliées, il y en a beaucoup. Oui, j'aurai de la matière. Bah, génial, on a fait un super tour. Est-ce que vous avez en tête un échec, une expérience quand même négative, ou en tout cas voilà, qui s'est soldée par un échec, qui vous a préparé à la mise en place de Tomorrow et à la réussite aujourd'hui de votre projet professionnel à deux? Est-ce qu'il y a un échec, quelque chose vraiment sur le coup qui était négatif? Moi, je pense à mon licenciement. Au final, ouais, c'était un super cadeau. Est-ce que vous avez rencontré des situations un peu similaires? Moi, je pense qu'en fait, ouais, c'est marrant parce que je le vois pas forcément comme du négatif. Tu vois, comme tu viens de le dire, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des cadeaux cachés dans plein de situations qui, a priori, sont mauvaises sur le coup parce qu'elles sont dures à vivre. Mais en fait, c'est aussi ça qui te fait le plus grandir. Donc j'avoue que je les vois pas d'un œil négatif, mais je pense que c'est un ensemble de situations ou d'événements qui ont fait que on s'est retrouvé à faire des conférences devant très peu de personnes, où on s'est fait refuser de plein de trucs, où en fait les gens croient pas en toi. Et j'avoue que moi, ça me donne une rage et c'est un vrai moteur. C'est une vraie détermination de prouver, en fait. Donc c'est peut-être une revanche un peu bête, mais j'avoue que de se faire recaler pour des trucs où les gens croient pas en toi, ou même tes potes, en fait. Peut-être je vais parler de ça. Et quand on a commencé à parler de Tomorrow autour de nous, les gens, en fait, n'ont pas du tout la même visualisation de toi
enfin que toi du projet. Et donc, il commence par te comparer aux autres. Il commence par te pointer du doigt ce qui va pas aller dans le projet. Et ça a été une grosse, une grosse interrogation. Je me suis dit, mais en fait, même mon cercle le plus proche, il me soutient pas. Et en fait, pas du tout. C'est juste que toi, t'as une idée en tête du truc. Peut-être que tu le pitches mal parce que c'est le début. Et voilà, c'est pas, enfin, ils te soutiennent en fait à 1000%. Mais quand nos parents, nos amis ont commencé à voir le site internet, ont commencé à voir que il y avait une campagne de crowdfunding qui fonctionnait bien, qu'ils ont reçu le livre et qu'ils voient ce que c'est devenu aujourd'hui, en fait, évidemment, tout le monde nous suit, mais au début, faut pas s'attendre à ce que tout le monde soit à fond derrière toi, quoi. Ça, je pense que c'est un bon apprentissage. Il y a tout le monde a beaucoup de peur qu'ils te renvoient. Donc, si toi, tu leur demandes un avis, ben, ils vont te dire, bah, non, pars surtout pas en Europe. Il y a le confinement, il y a le Covid, il y a la guerre, il y a machin. Alors que c'est parce que eux ont peur de le faire. Exactement, Donc, ils vont pas t'encourager dans ce sens-là. Exactement. Tout le monde te répond en fait par le prisme de ses propres peurs. Donc évidemment qu'on peut pas leur demander d'être des soutiens inconditionnels depuis le premier jour. Ils l'ont été par la suite et heureusement qu'ils étaient là d'ailleurs. On les remercie encore. Mais oui, au tout début, faut s'attendre à être un peu solo, quoi. Et c'est un travail sur ta posture, comme tu le dis. Ta posture évolue, donc bah, quand tu poses les questions au début, tu les poses avec des doutes, avec quelques fragilités. Aujourd'hui, bon ben, quand on est formateur d'animateur, c'est sûr, il y a un peu moins de doutes et un peu moins de vulnérabilité, c'est sûr. Mais juste pour finir ce point-là, c'est marrant parce que là récemment, j'ai une amie du coup qui m'avait dit au tout début, ah ouais, quand même, ça me paraît compliqué votre truc. Et je lui ai annoncé du coup qu'on se lançait dans d'autres formats, qu'on montait la boîte, etc. Et elle m'a dit, ah bah de toute façon maintenant je sais que vous pouvez tout faire. Elle m'a dit, je fais confiance. Elle m'a dit, j'ai vu ce que vous étiez capable de faire, donc maintenant vous pouvez tout faire. Et elle me disait, ah, c'est quand même marrant parce qu'au début c'était pas la première à nous soutenir et maintenant bah elle sait qu'on est déterminé, donc c'est quand même rigolo, quoi. La boucle est un peu bouclée. Génial. Est-ce qu'il y a une croyance que vous avez fait exploser dernièrement? Est-ce qu'il y avait une croyance, quelque chose qui était ancré, un schéma, quelque chose, voilà, vous pensiez, ça allait être toujours ça, et que ça fonctionnait comme ça et qui a été explosé complètement, dernièrement? Ah non, vas-y, vas-y. Vas-y Célia. C'est vrai qu'on on nous pose souvent la question comment est-ce que vous faites pour travailler en couple? Et au début, quand on s'est rencontrés, Léo il m'a dit que jamais il travaillerait avec sa moitié. Moi, c'est quelque chose que j'envisageais, mais pas de façon très concrète. Et donc, je pense qu'on a fait complètement exploser ça parce que il y a 2 ans, quand on s'est lancé, on savait pas du tout ce que ce serait Tomorrow. On s'est juste dit ça va être un petit voyage et c'est tout. Aujourd'hui, on a monté une société ensemble. On a des réunions, des objectifs et on s'éclate. Et donc oui, je pense que c'est cette croyance un peu limitée. Je pense que toi, Léo, tu peux peut-être un peu plus témoigner que moi parce que t'avais le plus de réticence quand même à travailler avec moi et ça a vraiment pas été facile. Je me souviens de moments où on s'est dit que c'était compliqué parce qu'en fait, on découvre vraiment une autre facette de la personnalité de l'autre. Moi, je pense que je suis assez différente dans le travail. Je me dis, voilà, je suis sérieuse et on rigolera quand on ira boire des bières en after work, mais pour l'instant, c'est travail. Alors que Léo a besoin d'avoir du fun, de la légèreté, donc on a mis tous les deux de l'eau dans notre vin. Et aujourd'hui, je pense qu'on a trouvé un bon équilibre après 2 ans. On sait aussi les forces et les faiblesses de chacun. Je pense qu'on est assez complémentaires, ce qui fait qu'on se marche pas trop sur les plates-bandes. Et au moins, c'est assez clair la répartition des rôles. Je pense que ça, c'est important parce que si on essaye de tout faire en même temps, ça marche pas. Et on est assez aussi investis l'un que l'autre. Il y en a pas un qui est à 80% et l'autre 20%. Donc je pense que c'est un peu les ingrédients qui font que ça marche bien. Et moi je me dis, une autre croyance que j'ai fait sauter, c'est le fait que donc j'avais monté une première société il y a 6 ans maintenant. Et ça m'énervait trop la compta, j'arrivais pas à me payer à l'époque et maintenant je me dis que j'ai parcouru pas mal de chemin parce qu'aujourd'hui on arrive à se payer avec notre structure et c'est quand même dingue d'avoir réussi ça. Donc je suis aussi contente de me dire en fait je peux réussir à me payer avec mon travail et c'est pas une croyance limitante qu'il faut forcément être en CDI pour toucher un salaire. Et par contre, tu n'aimes toujours pas la compta?
Il y a des super plateformes qui ont vu le jour depuis, qui m'aident dans ma compta. Et Exactement. ça change ma vie. Ça, c'est magique. Moi, je fais un semblant de compta, mais avec un podcast dans les oreilles. Donc, c'est ça qui me rend la tâche facile. Et justement, si on approfondit votre répartition des rôles ou comment vous vous organisez pour collaborer, pour avancer, est-ce que vous avez mis en place des routines, des rendez-vous, des choses vraiment précises? Est-ce que c'est écrit? Est-ce que vous êtes parti en van 2 jours pour sortir tout ça? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, on se fait pas encore des séminaires à deux, mais peut-être un jour. Pour l'instant, on vit un peu au jour le jour. En fait, on n'a pas vraiment de frontière entre le pro et le perso, donc en fait, on est capable de parler de taf et de vision pendant notre dîner de Noël en amoureux, quoi. Donc, je trouve ça pas non plus trop grave de pas être pour l'instant hyper structuré, parce que j'ai l'impression qu'on l'est chacun de notre côté avec nos clients. Je pense que ça va venir un peu avec le temps, parce que là, ça fait encore une fois que 2 semaines qu'on a vraiment monté la structure, mais avant, chacun gérait un peu plus ses projets. Et en fait, la répartition, elle s'est faite de manière assez naturelle. Moi, il y a un truc où je suis vraiment très, très réticent sur les mails, les notifications, la planification des rendez-vous, etc. Donc, Célia, qui est forte là-dedans, elle a un peu plus pris ce rôle-là. Et puis moi, je suis un bon petit soldat, donc comme c'est elle la présidente et moi le DG, et elle me donne des petits ordres que j'exécute à merveille. Donc en fait, c'est ça la répartition. C'est complètement de la subordination. C'est exactement ça. Je n'ai parlé qu'à Célia avant notre enregistrement, et voilà, Léo est à côté de toi, donc ça marche bien. Moi, je me pointe juste pour dire 2-3 trucs, mais c'est Célia qui organise tout. Voilà. Et sans elle, il y aurait pas de projet, je pense. Et côté admin ou côté, je sais pas, relation client, en tout cas prospection, communication, qui fait un peu quoi? En vrai, on fait vraiment à deux. Ouais. Ouais, même la partie réseaux sociaux, moi, je m'occupe plus de la partie image et Célia plus de la partie texte. En fait, c'est un peu comme ça que ça se réduit grossièrement notre job, quoi. Donc ouais, on essaie de se répartir le mieux à deux. On se fait tout le temps relire les choses, donc en fait, on a toujours notre mot à dire aussi sur ce que fait l'autre. Donc ouais, c'est. Non, après la partie administrative, on l'a fait ensemble. C'est vrai qu'on a mis en place des process qui nous aident vachement. On se dit juste, ok, cette semaine c'est toi, cette semaine c'est moi, mais c'est très basique. Sur la prospection, on a la chance de pas devoir en faire, donc ça c'est vrai que ça change la vie, je pense. Et après, sur la partie client, c'est chacun gère ses clients. Et si on est en commun, en fait, comme on est sur des parties très spécifiques, par exemple, en ce moment, on bosse sur la création de contenu pour un aventurier. Moi, je fais la partie texte, Léo, il fait la partie mise en page. Et puis, en fait, c'est assez fluide, entre guillemets, parce qu'on se connaît l'un l'autre. Je pense que ça aide pas mal. Et puis, comme on bosse littéralement à 2 mètres, il suffit juste qu'on se dise, voilà, comment est-ce qu'on s'organise pour ça? Après, je pense que le jour où on grossira, si on recrute des équipes, là, il faudra mettre à plat nos process et les documenter. On n'en est pas du tout là encore, donc il y aura un gros travail à faire là-dessus pour que ce qu'on a dans l'esprit, ça sorte sur un bout de papier. Mais vous avez envie. En tout cas, c'est une éventualité. Si ça grandit et vous voulez faire grandir, vous aurez à ce moment-là cette possibilité-là. Ok. Oui. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des freelances quand même. Enfin, beaucoup, un petit peu quand même sur différents besoins. Et puis, avec notre documentaire, on a envie de recruter une équipe autour de nous. Donc, c'est vrai que il faut aussi que ce soit pas que de la communication orale entre nous, mais que ça puisse être posé par écrit aussi pour inclure et embarquer des personnes dans cette aventure. Super. Et si jamais il y a un peu de stress et de flou qui arrive dans le quotidien, qu'est-ce que vous faites pour recentrer justement et quand vous vous éloignez des priorités, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez des hacks à nous partager? En vrai, on parle. Enfin, c'est tellement bête comme conseil, mais en fait, j'ai l'impression que la première chose qu'on fait quand on n'est pas bien avec soi, c'est qu'on le dit à l'autre, et du coup, on n'est pas bien à deux, peut-être. Mais en tout cas, le fait d'extérioriser ça, j'ai l'impression qu'on est vachement dépliés aussi l'un pour l'autre et qu'on se rassure. Et en fait, on a tout l'été été en management. On a été très sensibilisés sur l'humain, sur la communication non violente, sur la bienveillance, etc. Et en fait, je pense que
la partie coaching nous plaisait bien, en tout cas quand on manageait des équipes. Donc on a l'habitude de voir des problèmes chez les gens et d'essayer de trouver des solutions ensemble, ou en tout cas d'essayer de faire que la personne trouve elle-même des solutions. Donc j'ai l'impression qu'on se fait un peu du co-coaching, quoi. On se manage mutuellement, et j'ai l'impression que tout ça c'est grâce à de la bonne communication. Donc ouais, dès qu'il y a des problèmes, du stress, des choses comme ça, c'est tout de suite on extériorise et on en parle, quitte à saouler l'autre parce qu'il est en train de faire autre chose. Mais ouais, on n'hésite pas à se déranger pour ça, parce que c'est du bon dérangement. Moi, je pense que j'ai 3 conseils. Le premier, c'est vraiment de sortir de ta bulle. Elle est présidente, hein, Léo. Non, mais 3 petits conseils, ça prendra exactement le même temps que Léo. Je commencerai par un développement en 8 points. Et puis, ouais, vas-y, on t'écoute. Non, le premier, c'est vraiment de sortir de ta bulle, parce que on travaille parfois de chez nous, on se rend compte qu'en fait, on est complètement enfermé. Donc, c'est aller travailler dans un bar, dans un cowork, ou carrément faire une sortie nature. Faut pas avoir peur de se dire, en semaine, on coupe carrément si on n'en peut plus. Le deuxième, c'est d'aller rencontrer plein de gens. Tu vois, on se dit, une fois par semaine, on va prendre des cafés. Il y a plein de personnes comme nous qui sont freelance, qui sont indépendants, qui ont envie de rencontrer du monde, qui ont plein de conseils, et c'est trop bien de discuter avec des personnes. Et puis le dernier conseil, c'est de pas hésiter à faire du coaching professionnel si vraiment ça va pas. Moi, j'en ai fait au début d'année, et je suis très contente de partager ce petit tips, parce que je trouve que parfois on a un peu du mal. On se dit qu'on va avoir un coach quand ça va pas, et j'y suis allée avec une problématique de me dire j'ai besoin de savoir comment structurer mes différentes activités, parce que c'est difficile pour une personne de savoir vraiment ce que je fais au quotidien. Tu vois, quand t'es en CDI, t'as un statut, tu es X chez Y, alors que quand tu es Gaëlle, Célia, Léo, tu te dis c'est compliqué ma vie en fait, j'ai plein d'activités différentes. Comment est-ce que je peux te résumer ça? Donc ça m'a beaucoup aidé de faire quelques séances pour vraiment essayer de structurer, de savoir quels étaient mes besoins, de combien d'argent j'avais besoin aussi, parce que je pense que ça on essaye de se déconstruire un peu pour se dire on a besoin de moins d'argent, que on a des amis qui sont peut-être payés 2-3 fois plus que nous, et en fait nous on préfère être heureux dans notre vie et d'avoir plus de liberté que de l'argent. Donc voilà, c'est essayer de comprendre un peu ce qui est important pour toi par rapport au pro, quelles sont tes valeurs. Ça m'a vachement aidé. En fait, ça m'a juste rassurée, parce que j'étais dans cette idée qu'il fallait absolument avoir un statut social, un CDI, une carrière de ouf là-dedans, et c'était pas ce que je voulais vraiment. En fait, le conseil, c'est parler, quoi. Enfin, parler soit à d'autres gens qui font la même chose que vous, soit parler à des psys, à des coachs, et c'est trop sexy et c'est trop bien. Faut arrêter de dire que c'est nul d'aller voir un psy. J'ai l'impression que ça devient c'est mieux vu qu'avant, en tout cas. Donc, parler à des experts, parler à des non-experts, mais juste exprimez-vous et ayez des gens comme miroir, quoi. Ouais. Et qui as-tu été voir, Célia? Qui t'a accompagné? Écoute, elle s'appelle Violaine. Si tu peux non, carrément. Je crois que ça s'appelle. Attends. Je regarde juste. Vas-y. Elle s'appelle Violaine Duboucher, donc c'est Hops Coaching, c'est HOPS Coaching, et je vous recommande vivement. Super. Effectivement, ça fait beaucoup de bien d'être dans des masterminds ou des réseaux aussi. Alors, faut bien les choisir, faut tester un peu, mais c'est comme partout, il y a de tout, mais c'est très très utile de se sentir entouré et d'avoir ces rendez-vous mensuels ou avec des rendez-vous. Se noter, c'est des rendez-vous aussi soi-même ou en duo quand on est dans la même entreprise, justement, une fois par semaine, se dire là, on travaille sur notre entreprise, sur notre quotidien, notre fonctionnement. Ça permet de s'améliorer et de lâcher la soupape. On va prendre tes conseils. Vous les appliquez à peu près déjà. De quoi avez-vous peur aujourd'hui? Moi, j'ai peur qu'on s'en sorte pas au niveau du climat. Je pense que quand on creuse un peu ces sujets, en fait, on a beau prêcher tous les jours une parole très positive, très tournée vers des solutions, qu'elles soient high-tech ou low-tech, peu importe, mais juste on a l'impression qu'on essaie de véhiculer en tout cas du positif tout le temps. Mais en fait, quand tu creuses ces sujets, il y a quand même une éco-anxiété qui subsiste. Et donc, le fait de faire autant de sensibilisation, d'éducation, ça permet de la combattre un peu, cette éco-anxiété, mais en fait, elle est toujours assez forte, assez présente. Et donc, ouais, j'ai peur qu'on s'en ressente pas. J'ai peur quand je vois
des messages de climato-sceptiques envahir mon réseau LinkedIn, ou quand on se prend des salves de messages négatifs par des gens qui croient pas dans ce qu'on fait. Ouais, je pense que j'ai un peu peur en fait des réactions qu'on peut susciter à droite à gauche. J'ai peur des gens en fait, je pense, de leur non-intérêt pour ces sujets, de leur non-compréhension de certains sujets, et peut-être parfois du fait qu'il n'y ait pas d'envie en fait de comprendre, et pas de volonté de changer, etc. Donc ça, j'avoue que ça me fait un peu flipper. Ouais. J'aurais pas dit mieux. Et est-ce que vous faites des choses quand même du coup pour éloigner cette peur qui justement en plus et au quotidien vient peut-être altérer ce que vous pouvez faire, surtout sur le long terme? J'ai l'impression que l'action, c'est vraiment une façon de combattre cette peur, et que sensibiliser des personnes, en fait, c'est vrai que tu vois, à notre niveau, ça peut pas paraître énorme, mais en fait, si tu te dis que dans l'année, t'as sensibilisé 300 personnes et qu'il y en a peut-être, je sais pas, 10% qu'on convertit en animateurs et qui eux-mêmes ont sensibilisé 300 personnes, en fait, c'est à ton échelle, mais si tout le monde, enfin, aussi, un petit bout de la population commence à faire ça. L'effet cumulé. Voilà, l'effet cumulé, il est énorme. Exactement. Et se dire qu'on agit à son échelle, en fait, j'ai envie de dire, on peut pas faire plus que ce qu'on fait. Enfin, si, on peut toujours faire plus, mais voilà, je trouve qu'on a réussi à aligner, en tout cas, le besoin de sens qu'on avait avec notre travail. Donc ça, est déjà hyper puissant. Et donc, juste essayer de continuer pour toucher encore plus de monde. C'est pour ça qu'on a aussi cette idée du documentaire, parce qu'on se dit que un livre, t'es obligé de faire un effort financier pour l'acheter de 25 €, t'as peut-être pas cet argent à mettre. Un podcast, c'est quelque chose de très solitaire, dans le sens où t'écoutes un podcast dans les oreilles, mais si t'aimes pas ce format, tu vas pas y aller. Et alors qu'un documentaire, si c'est ton entreprise qui le présente et que ça dure 1 heure, ça donne peut-être un peu plus envie. Aujourd'hui, on est vachement accroché par l'image, donc on se dit que c'est peut-être quelque chose qui a le potentiel de toucher un peu plus de monde aussi. Moi, je crois vachement, enfin nous, je pense, je peux parler pour deux, on croit vachement dans le pouvoir de l'éducation, de pas arriver vers quelqu'un mais de lui dire il faut que tu arrêtes de manger de la viande parce que ce sera toujours vécu négativement, mais plutôt de lui dire si tu manges de la viande, voilà ce qui se passe, voilà les conséquences, et donc peut-être t'as des déclics, tant mieux si c'est le cas. Si c'est pas le cas, au moins tu vis en pleine conscience de tes actions. Et donc moi je pense que l'éducation c'est fondamental dans cette transition. Et puis vous gardez du coup la maîtrise là où vous avez le contrôle. Effectivement, les retours ou les réactions que l'on suscite, on n'en a pas le contrôle. Ouais, après, si tu veux pas en avoir, faut juste pas t'exposer. Enfin, tu vois, il y a ce truc de... je sais plus comment elle s'appelle, cette image, mais c'est un arbre dans une forêt qui est plus grand que tous les autres, et en fait, il protège tous les autres en dessous des tempêtes, mais en attendant, c'est lui qui prend la tempête, quoi. Donc, c'est cool de se mettre en avant et de s'exposer, mais tu sais que le revers de la médaille, c'est que tu peux te prendre des insultes. Voilà, faut juste passer outre, parce que si t'as l'impression que ton action elle est un peu plus grande que ça, faut continuer et pas retenir que le négatif, quoi. Il faut se blinder un peu, ouais. Et du coup, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Notamment dans peut-être on peut parler un peu plus du projet de documentaire. De quoi avez-vous besoin pour aller au bout? Moi, je pense il y a 2 choses que je vois. La première chose, c'est de l'audience. En fait, quand tu fais de l'éducation, de la sensibilisation, tu vois, quand on fait des contenus sur les réseaux sociaux, en fait, tu peux faire le meilleur contenu du monde, si personne le regarde ou l'écoute ou le voit, ça sert à rien. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a tout ce truc de communauté qui est hyper important et qu'on essaie de développer un peu chaque jour. Donc, c'est vraiment que les gens parlent de ce qu'on fait, mais parlent aussi des autres gens, parce qu'en fait, il y en a plein qui font des trucs incroyables. Donc, nous, on est les premiers à partager. Et aujourd'hui, avoir un partage ou avoir un engagement de quelqu'un sur Internet, c'est tellement compliqué, parce qu'il y a tellement de formats, il y a tellement d'informations, il y a tellement de contenu. Mais voilà, je pense que la communauté, c'est hyper important, et c'est aussi ce qui permet derrière d'avoir, du coup, le deuxième truc auquel je pense, c'est du coup d'avoir des soutiens financiers et matériels. Si on parle spécifiquement du projet, voilà, c'est des gros budgets pour un documentaire, donc on va avoir besoin d'argent. Donc ça, on va faire toutes les démarches possibles pour aller en chercher, pour en tout cas essayer de motiver des gens à nous suivre.
On y croit fort, mais c'est vrai que quand tu as 3 millions de followers sur Instagram, c'est plus facile d'aller chercher de l'argent auprès de certains acteurs plutôt que quand tu as 5000 personnes. Donc voilà, j'ai l'impression que les deux sont assez intrigués et qu'on va continuer à développer ça. En tout C'est quoi le cas, budget du euh, documentaire? on a un budget d'environ 200 000 euros. Après, c'est vraiment une première base de ce qu'on a fait. On est en train de construire en ce moment sur le scénario et sur le dossier de présentation, puisque notre objectif, c'est d'avoir quelque chose de ficelé avant d'aller adresser deux cibles. Il y a une première cible qui sont les producteurs pour savoir s'ils veulent nous soutenir. Et la deuxième cible, c'est les entreprises pour savoir aussi si elles veulent nous soutenir financièrement, mais donc avec deux moyens différents. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je sais plus. Coupé. Non, je sais plus. Voilà. Sur la communauté? Oui, je disais que sur la communauté, on a besoin d'avoir toute la bonne volonté du monde. En fait, si ça intéresse, nous, on est hyper preneurs déjà d'avoir des retours des personnes qui veulent peut-être juste en discuter parce que on a envie de construire un documentaire qui parle à des personnes de leur quotidien de façon hyper concrète pour qu'on se dise que ça parle sur des choses de base entre guillemets, genre la mobilité, l'alimentation. Donc si des personnes veulent un peu échanger avec nous en tant que ping-pong pour qu'on puisse en discuter avec grand plaisir, si des personnes connaissent des producteurs, des réalisateurs, parce qu'on va aussi monter une équipe autour de nous, donc soit des réalisateurs, des monteurs, des ingé-sons, on est trop preneurs de recommandations. Et puis après, voilà, si quelqu'un imagine quelque chose d'autre, on est aussi preneurs. Des tournées ou il va y avoir peut-être des tournées de projection, des festivals. Ça c'est encore autre chose. C'est vrai que tu fais bien de le mentionner, ce sera plus à la sortie en 2024, mais de se dire, est-ce qu'on va le diffuser dans des cinémas? On aimerait beaucoup aller en entreprise aussi parce qu'on mesure tout l'impact qu'on a avec des ateliers climat sur cette population, donc pouvoir le visionner en entreprise et ensuite en discuter, dans des écoles, dans des universités, bref, il y a plein de choses à faire et on aimerait faire un tour de France d'un visionnage, donc carrément. Génial. J'ai hâte de vous suivre sur toutes ces prochaines années. Ça va être assez énorme. Nous, on s'est vraiment spécialisé depuis très longtemps maintenant sur le podcast et on n'en est pas sorti. Mais bravo du coup pour chaque année relever la tête, tourner à droite et à gauche et dire tiens, on n'a pas encore essayé là ou là. Super, on a fait un super tour, un grand tour et un très très beau tour justement de Tomorrow, de votre aventure. Donc, un grand merci. On va finir par quelques petites questions si vous avez encore un petit peu de temps et d'énergie. Si vous aviez la possibilité de boire un café ou boire un verre de vin avec la personne de votre choix, qui choisiriez-vous? Alors Célia, elle va répondre Emma Watson. C'est des questions qu'on se pose souvent tous les deux, c'est drôle. Oui, t'as très bien répondu. Non, je dirais Emma Watson parce que je pense que c'est une femme qui m'inspire énormément et qui a pour le coup intégré beaucoup aussi la dimension climatique à son combat, donc d'avoir sa perspective en tant que personnalité qui a dû se confronter à sûrement des entreprises, des institutions, ce serait mon rêve. Et moi, ce serait deux personnes qui sont un peu dans les milieux, ce serait soit Sting, soit Jacob Collier, qui sont deux personnalités dans la musique que j'admire énormément. Et après, j'ai un peu peur de les rencontrer pour découvrir leurs défauts, parce que je les adule fortement. Donc, je sais pas si je voudrais un long café ou peut-être 10 minutes avec eux, mais ce serait juste un rêve de les rencontrer et d'échanger sur leur vie, et les meilleurs conseils qu'ils pourraient me donner, parce que je trouve qu'ils sont assez incroyables et si talentueux. Donc, voilà. Et tu fais de la musique aussi, Léo, non? Ouais, mais toute ma famille est dans la musique, donc j'en avais pas mal fait, ouais. Ok. Du coup, après le documentaire, il y aura un album peut-être. Je dis rien, mais Tu chantes pas? Quel pays ou culture aimeriez-vous découvrir? On aime bien le mot culture, ça peut être des cultures qui n'existent plus. Par quel côté, Occident, Orient, vous êtes attiré?
J'aimerais beaucoup découvrir la Turquie en van notamment, parce que pendant notre voyage, on n'a pas toujours eu des expériences faciles avec certains pays en van, parce que je pense qu'on n'est pas toujours les bienvenus et on peut avoir certains préjugés sur nous. Et on n'est pas allé jusqu'en Turquie, mais on a entendu beaucoup de choses positives sur l'accueil qu'il y avait là-bas, qui était vraiment extrêmement fort. Des personnes qui étaient même invitées à des mariages, qui dormaient chez des locaux. Et ça, je pense que ça m'a un peu manqué pendant le voyage. Donc cette culture-là, j'ai trop envie de la découvrir. Moi, je sais pas trop parce que j'ai l'impression qu'on a déjà eu beaucoup de la chance de voyager. De par nos études, en fait, on est quand même dans des cercles extrêmement privilégiés de ce point de vue-là. C'est qu'on a des études qui nous ont permis d'aller à l'étranger, voir ce qui s'y passait. Tu vois, je pense aussi à des gens qui font des Erasmus ou des années de césure. Enfin, nous, ça a été notre cas. Franchement, c'était juste dingue de découvrir d'autres cultures via ce biais-là. Et donc, j'ai l'impression que j'ai déjà un peu découvert les cultures qui me plaisent énormément, notamment au Japon, où j'ai eu la chance de vivre un peu là-bas. Et donc, ouais, peut-être redécouvrir cette culture maintenant, après y être allé. Donc voilà, je sais pas ce qui s'est passé depuis quelques années là-bas, mais peut-être de creuser encore plus, parce que c'est vraiment un peuple et un pays qui me fascine. Donc voilà, je dirais ça, le Japon. En gros, tout notre échange là me fait penser à deux aventures qui sont déjà passées sur le podcast. Celle de Jean-Baptiste de Tourisme qui a créé Vista Ballon. Donc, il arrive à réparer et recycler à fabriquer, à recycler des ballons, des ballons de foot pour l'instant, ballons de rugby prochainement. Et ils ont fait un voyage de noces avec sa femme en van pendant 4 mois en Europe. Et il me parlait de cette étape entre la Grèce et la Turquie qui avait été un peu très avec beaucoup d'émotions, parce qu'il avait vu voilà aux frontières de l'Europe ce qui se passait. Et un autre, Cyril Bruyel, qui a lui créé 20 Questions to the World, qu'il a été interviewé 500 personnes pendant un an, et il leur a posé les mêmes 20 questions. Donc, il s'est fait sa propre étude sociologique presque, et il en est ressorti avec beaucoup d'humanité. Et aujourd'hui, il est à Paris et ils ont déployé un petit peu comme vous d'autres formats, d'autres possibilités là, et, pour voilà, continuer d'explorer. Et ils en sont peut-être à 2000 personnes aujourd'hui. Donc, très intéressant. Ils ont aussi édité un livre, donc voilà, très ressemblant. Et sur ce côté voyage et qu'est-ce qu'on en retire après, ça peut être deux épisodes complémentaires. C'est génial. Bah, on ira les rencontrer alors, parce que nous, évidemment, comme on prend plus l'avion, c'est toujours bien de voyager par procuration, donc on est toujours preneur de voir des gens qui ont voyagé comme nous, qui ont eu la chance de le faire. Ouais, carrément. Si après voilà maintenant 1h30 bientôt, on pouvait partager des ressources, ça peut être des livres, ça peut être des podcasts, ça peut être des docs, des expos, partager des ressources qui vous viennent là vraiment sans réfléchir. Qu'est-ce qu'on pourrait partager à l'audience d'Aventure Humaine? Moi j'ai 3 choses, 3 formats différents en plus. Alors, le premier, Génial. c'est Chaleur Humaine, qui est un podcast qui a été fait par Le Monde, qui est absolument génial, qui est pas révolutionnaire dans le format, parce que ça reste des questions et des réponses, mais qui est vraiment extrêmement bien monté, qui est rythmé, qui est extrêmement intéressant. Ils ont la chance, avec la puissance du monde, d'avoir des super intervenants. Et la personne qui interviewe, en fait, le journaliste est vraiment génial, donc ça, je le recommande fortement. J'ai aussi Our World in Data, notre monde en data, en chiffres, qui est un site. Pour le coup, on peut vraiment s'amuser, on peut regarder énormément de choses. Il y a autant de l'écologie que de la justice sociale, que de la biodiversité. C'est si riche en informations. Nous, ça a été vraiment une bible. Et ça l'est pour beaucoup de personnes qui travaillent dans l'écosystème, dans l'écologie, etc. Et vraiment, on peut s'amuser pendant des heures avec tous ces graphes. C'est extrêmement bien fait. Et c'est une source très fiable. Et la dernière chose à laquelle je pensais, c'était une revue. Alors, je sais plus si c'est un mensuel ou un trimestriel, mais c'est Oblique, Oblik, qui fait des sujets hyper intéressants, pareil, sur justice sociale,
sur l'écologie, l'économie, et en fait qui vulgarise tout ça. Donc évidemment, ça nous parle beaucoup, qui décrypte des enjeux, et en plus de ça, qui illustre. Donc chaque double page, c'est un sujet, et chaque double page, c'est aussi une magnifique illustration d'un artiste, et c'est vraiment génial. Donc je recommande ces trois formats différents. Ça me fait penser à Uzbek Erika, la revue aussi. Ouais. Carrément, c'est un super média. Moi, j'en ai 3 aussi. La première, Génial. On est à l'équilibre cette fois-ci. Les notes de l'épisode vont être fournies. J'aime beaucoup. La première, c'est une vidéo qui s'appelle CO2 ou PIB, il faut choisir, donc qui est assez connue par Jean-Marc Jancovici, qui fait une intervention devant des étudiants de Sciences Po. C'est une vidéo, au début, j'étais hyper réluctante pour la regarder parce qu'elle dure 2 heures et en fait, le condensé important, c'est en 45 minutes et ça m'a vraiment fait prendre conscience des ordres de grandeur dans l'écologie et ça m'a ouvert les yeux complètement. Je pense que c'est une vidéo qui m'a transformée. Ensuite, il y a une série enfin, je sais pas si, non, c'est pas un documentaire, mais c'est une série qui s'appelle L'Effondrement, qui a été tournée par Canal+. Donc, c'est une série de 4 ou 5 vidéos de 20 minutes qui ont été tournées en caméra embarquée, donc tournées d'une seule traite de A à Z. Donc, déjà, c'est une prouesse technique énorme. Bah, c'est un plan séquence pour chaque épisode. C'est incroyable. C'est le collectif Les Parasites qui a fait ça. Et donc, il parle, c'est une fiction de s'il y a un effondrement de la société, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vraiment assez incroyable. Ça fait peur. C'est pas facile à regarder parce que je pense que ça nous met face à nos peurs. Mais en fait, c'est trop intéressant. Déjà, encore une fois, prouesse technique, mais aussi sur le contenu. Et puis le dernier, ça a rien à voir, mais c'est la BD qui s'appelle L'Odyssée d'Hakim, qui t'en parlait tout à l'heure sur le sujet de l'immigration en Europe. Et en fait, l'Odyssée d'Hakim, ça m'a vachement touchée. C'est une BD, une trilogie faite par Fabien Toulmé, qui raconte l'épopée d'Hakim, donc qui a quitté la Syrie jusqu'à arriver en France et qui a eu 1 milliard de rebondissements entre, qui est juste une BD qui est hyper émouvante et hyper touchante parce qu'on se rend compte que ces personnes qui immigrent, et ben c'est pas les personnes qu'on pense être parce qu'on a des images dans les médias, alors que on se dit voilà c'est des gens qui sont pauvres, alors qu'en fait bah si t'immigres c'est que t'as l'argent pour le faire parce que ça coûte juste une méga blinde et que personne autour de nous ne pourrait payer cette somme qu'on nous demande. Enfin, un voyage en train, nous on paye 50 €, eux ils vont payer 500 € parce que c'est au black, c'est illégal, machin. Et donc que ces personnes qui arrivent en France, ensuite ils mettent 6 générations à sortir de la pauvreté. Bref, c'est vraiment une réflexion sur la façon dont on accueille ces personnes, que ça pourrait arriver à n'importe qui parce que je pense qu'en Syrie, personne se disait qu'il allait avoir une guerre et même en Ukraine. Donc voilà, c'est une BD hyper émouvante que je vous invite à lire et à acheter à Noël. Ou pas, enfin, pour d'autres occasions. Génial. On mettra évidemment du coup toutes les notes. Et il y a donc un podcast, Tomorrow, la revue et ton livre, Célia. Et si c'était une si grande championne. Une si grande championne. Génial. À qui tendez-vous le micro pour un prochain épisode? Qui aimeriez-vous entendre derrière Aventure Humaine? Ça dépend un peu de ce que tu veux entendre. Ouais, c'est pas moi qui décide. Une aventure humaine. Bah, je pense à Circulaire. Alors, je saurais pas t'en dire plus parce que justement, j'ai envie d'en savoir plus. Mais c'est Mathieu, que je suis sur LinkedIn, qui est vachement inspirant, qui fait des aventures pour sensibiliser, un peu à l'image de Ben Expédition Zéro. Et puis Mathieu Tordeur aussi, qui est notre parrain sur Tomorrow, qui est le plus jeune aventurier en France à être rentré dans le cercle des aventuriers et qui est aussi hyper passionnant dans tout ce qu'il fait et trop impressionnant. Moi, c'est un mec que j'ai rencontré cette semaine à une projection. Si je dis pas de bêtises, il s'appelle Edouard. On n'a pas beaucoup échangé, mais si tu veux, je te donnerai son Instagram. C'est BC Odyssey, BICI et Odyssey. Et en fait, c'est un acrobate. Il a aussi une pièce de théâtre qu'il a écrit à 4 mains sur
Son histoire de livreur. Alors je sais pas si c'était livreur Uber Eats ou Deliveroo, mais en tout cas il était livreur à vélo. Et il raconte en fait tout le rapport entre l'humain et l'humain quand tu vas livrer quelqu'un, le rapport entre l'humain et le vélo, le rapport entre justement l'écologie et la mobilité, le transport, la reconnexion entre les gens. Et en fait, il a fait des tournées là où évidemment, il part en vélo avec son vélo. Il fait des acrobaties avec sur scène auprès des enfants pour sensibiliser sur plein de sujets différents. Et je trouve ça vraiment génial. Donc, moi, j'avais envie de creuser ce sujet-là avec lui. J'ai pas eu l'occasion. Mais si tu peux le faire avec lui, je serais plus que ravi d'écouter ce qu'il a à dire parce que voilà, c'est la décarbonation par excellence et c'est un mec hyper intéressant. Donc, voilà, j'avais envie de le mettre en avant. Génial, c'est noté. Ça me fait penser à Baba Oron. Qui est un bon pote de Mathieu Torder d'ailleurs, dont Célia vient de parler. Ils font souvent des aventures ensemble. Ils sont d'ailleurs cette semaine allés boire un petit café à Londres. Ils ont fait l'aller-retour Paris-Londres en une journée pour aller boire un petit café. Voilà, ce genre de fou furieux qu'on a dans notre entourage. On adore. On adore et on en a besoin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Célia, merci Léo. C'était passionnant et encore une fois inspirant. On repart avec beaucoup de contenu à explorer, à creuser, à approfondir pour aller plus loin. Donc, merci beaucoup. On comprend que beaucoup de choses sont possibles si on s'y met. Encore plus à deux, c'est au top souvent. On le fait avec Laura. Donc, merci beaucoup. Merci à Merci toi. À toi, Continuez tous les jours. Bon vent à votre podcast, à votre média. C'est comme ça qu'on grandit ensemble. Merci beaucoup. Merci.